toutes et à tous et bienvenue sur cette visioconférence. Moi, je suis Chloé Rivollet, je suis co-gérante de la coopérative Tiers-Lieux et surtout ma fonction à la COP, c'est la coordination de la partie réseau, animation du réseau. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas forcément bien le réseau des Tiers-Lieux, je vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être vous dire quand même que en Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 300 tiers-lieux qui sont recensés actuellement. Donc, il y a de quoi faire en termes d'animation. Et du coup, avec ma collègue Mélissa, que vous voyez sûrement, qui vous fait salut à l'écran, ça fait plusieurs années maintenant qu'on organise une fois par mois, voire plus, des visioconférences comme celle-ci, lors desquelles on aborde des thématiques extrêmement variées. Voilà, l'idée étant de pouvoir proposer un contenu autour d'un sujet euh, avec des intervenants de qualité qui sont soit issus des tiers-lieux, soit issus slash experts du sujet qu'on souhaite aborder. Le thème de cette matinée, la thématique, c'est coopérer autour d'une démarche alimentaire de territoire. Et pour en parler, on va avoir trois interventions. J'ai dit deux, pardon, parce que évidemment, Mélissa, je t'ai vue en petite main, mais oui, tu interviens sur notre visio. Donc, on va d'abord dans le déroulé. Pardon, je gère la technique en même temps, donc j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois. Mais dans le déroulé, c'est Maïwen qui interviendra pour PQNH. Je te laisserai te présenter le moment venu, Maïwen. Ensuite, ce sera donc une intervention de Mélissa pour la coopérative Tiers-Lieux. Et après, on aura une intervention de Pascal pour le battement d'aile, un tiers-lieu en Corrèze. Et pareil, je te laisserai te présenter, enfin, je vous laisserai les uns et les autres vous présenter. Vous le ferez beaucoup mieux que moi. Voilà. Et Mélissa me dit dans l'oreillette qu'on va plutôt avoir une intervention de 30 minutes au total, puisque c'est à peu près 10 minutes par intervenant, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc ça laissera 45 minutes à peu près d'échange avec vous en suivant. Je pense que j'ai assez parlé. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez les poser dans le chat. Et puis sinon, je vous propose de les garder au chaud pour pouvoir prendre la parole tout à l'heure. Donc maintenant que cela est dit, je vais te laisser la parole, Maïwen. Je te laisse te présenter et puis présenter ce que tu as à nous dire. Merci Chloé, merci la coopérative du sérieux pour l'organisation de ce webinaire. Je suis Maïwen Oden, chargée de mission démarche alimentaire de territoire chez Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, qu'on entend aussi s'appeler PQNA régulièrement. Alors on peut passer la diapo, je vais commencer. C'est un centre de ressources pour le développement territorial, donc un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2002 à l'initiative de l'État et de la région Nouvelle-Aquitaine. On est un réseau régional qui accompagne différents acteurs, notamment des élus, agents de collectivité, euh, sur différentes missions. Donc on est aujourd'hui 11 agents, dont 6 chargés de mission. Nos missions sont les suivantes: politique de la ville, revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes, inclusion numérique, démarche territoriale pour l'emploi, et celle que j'occupe, les démarches alimentaires de territoire. Nos missions, elles sont de partager et faire travailler les acteurs de nos réseaux à travers par exemple des groupes de travail, de vous faire dialoguer pour favoriser l'interconnaissance, aussi outiller par le transfert d'expérience, la création de guides et l'accompagnement par des formations sur certaines thématiques, pardon. C'est aussi informer, donc ça veut dire via des fiches expérience, des articles que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je vais vous mettre d'ailleurs tout ça dans le chat pour vous envoyer vers la plateforme. Euh, voilà, et c'est aussi expérimenté, donc c'est le lien qu'on peut avoir avec les programmes de recherche, donc le domaine universitaire, pour alimenter autant la recherche-action que vous, en tant qu'acteur, donner, vous informer des résultats d'études qui peuvent être intéressants pour, euh, la, pour l'opérationnalité des projets. Alors, notre mission démarche alimentaire de territoire, euh, elle suit une feuille de route qui est la feuille de route régionale, le pacte alimentaire. Je vais vous mettre aussi dans le chat, ce sera plus simple. Enfin, je vais pas aller m'égosiller sur le sujet. Je vous laisse consulter, le consulter en ligne. Je vais passer à la diapo suivante.
Alors, une démarche alimentaire de territoire, justement. Donc, c'est le nom de ma mission, mais c'est aussi un type de projet, donc des acteurs qui s'organisent sur un territoire, qui décident d'apporter une réponse opérationnelle à un enjeu agricole alimentaire identifié localement. Donc, ça veut dire par exemple les solutions qui existent sont par exemple favoriser les circuits alimentaires courts de proximité. Ça peut être aussi euh, être plutôt sur de la mobilisation citoyenne, préservation du foncier, installation d'exploitation agricole. On a tout ce qui va être introduction de produits bio dans les cantines, nutrition, santé, alimentation, sensibilisation dans les écoles et ailleurs auprès du grand public. Là, j'ai donné un exemple parce qu'on a recensé dans un annuaire bon, qui est pas vraiment actuel. Les données sont de 2021. Il y en a un qui va sortir en 2024. Donc, vous serez informés dans, dans notre, sur notre site internet de cette actualité. En tout cas, vous pouvez y retrouver d'ores et déjà des fiches qui reprennent les différentes démarches alimentaires de territoire présentes en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, j'ai mis l'exemple de la coopérative du Born comme démarche alimentaire qui est une structure qui permet d'alimenter les restaurations hors domicile en produits bio et locaux dans le pays des Landes Côte d'Argent. Donc voilà, ça c'est l'un des exemples qu'on peut avoir. Et on peut passer, faire un petit clic. Et pour vous dire que aussi, finalement, un tiers-lieu nourricier, c'est aussi une démarche alimentaire de territoire. Donc, comme dans tiers-lieu nourricier, on a aussi cette envie de vouloir répondre à ces enjeux agroalimentaires identifiés sur un territoire. Ça fait partie de ce package des DAT. Et donc, la diapo suivante qui est sur les projets alimentaires de territoire. Donc, ça fait partie des acteurs qu'on accompagne, qui sont les porteurs de ces projets-là, donc aussi appelés PAT. Donc, pareil, je vais vous laisser lire la définition lorsque vous aurez le compte rendu avec le diaporama, mais en tout cas, euh, on peut passer à la diapo suivante. C'est donc un statut créé par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et de la forêt en 2014, qui souhaitait emmener les acteurs nationaux vers une prise en compte des enjeux liés à l'agriculture, à l'alimentation et la forêt. L'objectif de ces projets alimentaires de territoire, c'est de fédérer, donc ils se mettent en place, en fait, ils s'organisent par des secteurs qui se fédèrent et qui mènent dans un premier temps un diagnostic partagé sur leur territoire, donc c'est-à-dire un état des lieux, des besoins, des problématiques qui sont présentes en alimentation et en agriculture, pour créer une feuille de route, finalement des ambitions stratégiques pour le territoire. Et tout l'enjeu est de passer ensuite à l'opérationnel. Donc c'est là que jouent leur rôle, enfin les DAT jouent leur rôle, qui est d'être les structures qui font sur le territoire au vu des ambitions portées par les acteurs menant le PAT. Donc ces démarches, elles sont collectives et volontaires. Donc elles peuvent être initiées par la société civile, par des associations, par des EPCI, donc intercommunalité, communauté de communes et puis communes, ou des parcs naturels régionaux. Euh, mais en général, si elles commencent par la société civile, elles sont souvent reprises par l'institutionnel qui a lui le rôle et les compétences d'animer, de coordonner, de financer aussi le projet. Et donc, ensuite, il s'appuie sur ce réseau d'acteurs identifié en premier abord par le diagnostic faire, pour mettre en place le projet. Il peut avoir des géométries variables, c'est-à-dire qu'il peut avoir un périmètre d'action différent, plus ou moins large en fonction du nombre d'acteurs, de l'identité des acteurs qui sont impliqués dans le projet. C'est un label qui est délibéré par l'État, qui permet d'avoir une visibilité parce qu'on a un réseau national des PAT qui existe et donc qui permet de recenser l'ensemble de ces PAT et donc de mettre en avant les actions sur
les territoires, sur les différents territoires qui se sont mis à la tâche. On a deux niveaux de labellisation, le 1 qui est le PAT émergent et le 2 qui est le PAT opérationnel. Il s'accompagne souvent par des moyens financiers délivrés par le PNA, Programme national pour l'alimentation. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, on compte 35 PAT. Donc voilà, c'était le petit chiffre clé qui clôture ma première intervention. Merci beaucoup, Maïwen, pour ces présentations. Et du coup, ben, Mélissa, je te laisse la main pour la suite. Merci. Donc moi, je vais quand même recontextualiser la coopérative tiers-lieu, d'autant que je vois que on a des participants d'un peu partout en France. La coopérative tiers-lieu existe depuis 2010. C'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Historiquement, c'est un réseau de porteurs de projets de tiers-lieu et qui, de fil en aiguille, s'est étoffé de d'autres activités du fait des sollicitations et des besoins révélés. Donc, on a aussi une dimension organisme de formation avec en fait 10 régions au-delà de la Nouvelle-Aquitaine avec lesquelles on coopère sur la formation de piloter un tiers-lieu. On a aussi une coopération avec certains tiers-lieux, dont le battement d'aile, ici représenté par Pascal, qui témoignera juste après sur la question d'offres de formation dispensées par et dans des tiers-lieux. Sûrement, Pascal pourra nous en dire un mot de ce qu'il en est aussi au battement d'aile. Et puis aussi une dimension laboratoire d'innovation sociale, puisque on engage, on suit, on documente et on porte à la connaissance du plus grand nombre un certain nombre d'expérimentations dans les tiers-lieux et ou de structures historiques qui s'intéressent à la démarche tiers-lieu, parce qu'en fait, c'est une démarche, c'est pas un lieu, c'est plus que ça, et je vais en dire quelques mots juste après, et vous dire qu'on est aussi membre de l'Association nationale des tiers-lieux et du groupement d'intérêt public France Tiers-lieux, et que on traite aussi des questions nourricières dans ces instances au travers d'un groupe de travail aux côtés notamment de Fab Lim, du réseau Cocagne et du coup de l'Asso nationale pour, on va dire, les structures les plus actives avec lesquelles, pour ma part, je travaille quotidiennement. Peut-être de revenir, voilà, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Donc une mini-définition, en fait, des espaces où le travail se mélange à d'autres aspects de la vie en collectif. Donc ça, c'est très vite dit. Et si on déplie ce qu'est cette démarche, parce que finalement, c'est dur de définir une configuration sociale, on a essayé, et nous, à la coopérative, on s'accorde à dire que c'est la capacité à conjuguer des intérêts qui peuvent être divergents ou convergents, en tout cas, à ne pas dissocier le parcours des individus de celui d'une dynamique collective et des intérêts d'un territoire. Et donc, faire tiers-lieu, c'est savoir articuler ces trois dimensions avec des déclinaisons très diverses et variées, parce que si en fait on devait présenter les tiers-lieux au travers de leurs activités, on aurait peine à dire ce qu'ils font, puisqu'ils font beaucoup de choses, et ce qui, par contre, les, les rassemble, c'est sûrement plutôt la philosophie de faire faire ensemble, faire société et conjuguer ses intérêts. Si vous voulez plus d'éléments, parce que je pourrais en parler des heures sur cette démarche, je vous renvoie vers les cahiers du labo que Chloé peut mettre peut-être dans le chat. Je Vous vais le avez faire. davantage d'explicitation sur ce qui pour nous fait tiers-lieu et quelle est cette démarche. En tout cas, le lieu n'est qu'un espace de concrétisation d'un projet collectif, pour conclure sur ce point. Et alors là, qu'est-ce qu'un tiers-lieu nourricier? Donc un tiers-lieu avec des dimensions agricoles et ou alimentaires. Je vais vous en parler en m'appuyant sur le travail réalisé donc par Fablim. J'en ai parlé juste avant. Fablim est basé à Montpellier. C'est une association qui fait le lien entre la société civile et le monde de la recherche sur les enjeux agricoles et alimentaires sur le bassin méditerranéen, mais pas que. En 2019 et 2020, il y a eu un travail d'effectuer sur 125 tiers-lieux nourriciers en France et avec des entretiens quali pour une quinzaine.
Par rapport à l'échantillon, il y a eu du coup un équilibre entre la localisation rurale, urbaine, les différents types de statuts et les réseaux dans lesquels s'inscrivent ces projets. Et il était du coup dans les critères indiqués qu'il fallait au moins 2 ans ou plus d'exercice comptable pour pouvoir faire une analyse la plus pertinente. Qu'est-ce qui s'est révélé? Qu'en fait, il s'agissait souvent de lieux pour coopérer, pour produire soi-même et à plusieurs, travailler et entreprendre autrement pour reconnecter agriculture et alimentation. Les caractéristiques générales et spécifiques qu'on a pu lister sont que le projet est collectif. Les usagers ont une place dans la gouvernance du lieu ou de ses activités. Les services peuvent être gratuits ou à prix solidaire. Il n'y a pas que des services facturés. Le lieu est ouvert à un public diversifié. Il propose différentes activités. Des outils ou dispositifs existent pour renforcer le pouvoir d'agir des usagers. Le lieu est bien sûr ancré dans son territoire et c'est un espace de diffusion de pratiques. Pourquoi avoir relevé ces caractéristiques? Il y avait un enjeu à distinguer ce qui est une initiative de circuit court alimentaire des plus lambda d'une démarche tiers-lieu à dimension agricole et ou alimentaire. Ce qu'on a du coup décelé comme typologie d'activité, puisqu'il y a beaucoup de déclinaisons, de la production agricole, des enjeux de formation, des enjeux de distribution alimentaire, de la valorisation au travers d'hébergements, visites, conférences, des sensibilisations et enfin de la recherche-action. Pareil, si vous en voulez plus, évidemment, la brochure est faite pour ça. Je vous en fais qu'un succinct aperçu. Pour aller quand même plus en détail sur la différenciation des typologies, parce qu'il est apparu 3 typologies de tiers-lieux nourriciers. Les critères de différenciation étant le degré d'ouverture au public, la dimension collective, la gratuité et solidarité des services, la diversité des domaines d'activité, la place de l'agroécologie, la mixité sociale, le type de public utilisateur et enfin l'ancrage local. Et donc parmi les 3 grands profils, on a celui de justice alimentaire dont la finalité est en fait de refaire société, démocratiser le bien manger avec une attention au public fragile, favoriser l'autonomie et le lien social. Et finalement, l'approche agricole et ou alimentaire est un support à une justice alimentaire. Et donc, l'un des enjeux en tant que peut-être difficulté, faiblesse, c'est celle du modèle économique qui est assez complexe à tenir. Après, il y a le profil alimentation citoyenne, dont l'enjeu est de se réapproprier son alimentation, où là, on a des tiers-lieux qui sont vraiment centrés sur les enjeux agricoles et alimentaires et pas forcément diversifiés sur d'autres champs d'activité. Il y a un fort investissement citoyen et l'attention se situe sur le volume de production et l'engagement bénévole. Comment articuler les deux? Et enfin, un profil qui est un peu moins répandu, qui est celui de la coopération au travail, à savoir la production en soi et produire autrement avec de la mutualisation, des espaces, certes, mais aussi des compétences. Et là, la limite est celle de l'ouverture de la mixité parce que du coup, ça prend du temps quand on est dans une activité professionnelle que dans l'autre peut-être cheminement, là où pour l'alimentation citoyenne, on essaye de conjuguer la production et l'engagement bénévole. Quand on est sur la coopération au travail, la coopération au travail peut prendre le pas sur la question de l'ouverture avec les sujets à partager au-delà avec les citoyens et les partenaires locaux. J'en suis déjà du coup aux enjeux de coopération. Évidemment, pour tous ces sujets que j'ai très vite parcourus, la brochure fait état de différentes études de cas, fait état d'exemples inspirants et bien sûr, je peux aussi que vous renvoyer vers nourricier.tierlieu.net qui est le site qu'on a créé en 2021-22 lié à un cycle de webinaires qu'on a organisé, comme je vous le disais, avec Fablim, Réseau Cocagne et l'Asso nationale des tiers-lieux, entre autres, parce qu'il y avait aussi une dizaine d'autres structures intervenantes
sur un cycle de 7 webinaires qui ont été détaillés un certain nombre des thématiques problématiques qui avaient été relevées par les 125 initiatives recensées. Peut-être Maïwen, est-ce que tu veux reprendre la parole pour parler de l'enjeu de coopération et de où on situe aussi notre constat que ça croisait pas forcément entre PAT et tiers-lieux nourricier? Alors, donc, je reprends la main. Merci, Mélissa. Donc oui, effectivement, donc il y a plusieurs constats qui ont été, enfin en fait, il y a eu un ramdam des tiers-lieux qui a été réalisé en 2021, si je me trompe pas. Et en fait, ce ramdam a permis de faire un état des lieux aussi un peu de ce qui se passait en Nouvelle-Aquitaine. Donc, oui, 2021, l'usine Gidal, exact. Merci pour la précision dans le chat. Donc, il y a des forts enjeux de coopération entre PAT et tiers-lieux. Donc, 4 ans, on a choisi d'ouvrir notre lieu, donc notre centre agroécologique, à de nouveaux actifs, sachant que la démarche était déjà en cours. Hein. Un lieu comme ça, un peu alternatif en agroécologie, ça attire du monde. En tout cas, on a souhaité formaliser la mutualisation de notre lieu avec d'autres gens, et c'est là, et d'autres structures, et c'est là qu'on s'est tourné vers la région Limousin pour pouvoir rentrer dans une démarche de tiers-lieu et tiers-lieu nourricier. Puisque nous, donc, on est en milieu rural, enfin, loin des petites villes de campagne, on est vraiment à la campagne, quoi. Et donc, notre souhait, c'était que ce lieu qui a quand même beaucoup de potentialité et surtout un historique fort, quoi, avec des choses établies, puisse accueillir de nouvelles personnes. Donc, nos finalités à ce moment-là, c'était donc d'installer du monde sur le territoire, pas que sur notre lieu, mais de faire vivre la campagne corrézienne, de mutualiser l'argent, de mutualiser du matériel, de l'intelligence, de l'expérience, des locaux. Voilà, de transmettre, ça c'était déjà un peu le cœur de l'activité du battement d'aile, de transmettre un peu à tout va, donc à travers de la formation professionnelle, les ateliers tout public, d'autonomisation, de l'accueil de bénévoles, de services civiques, de scolaires, enfin que sais-je. Et surtout un gros axe pour nous, c'est qu'il arrive sur le territoire beaucoup de néo-corésiens, néo-ruraux, néo-corésiens, et qu'on est très identifié localement. Donc, on servait déjà beaucoup de plateformes à l'accueil de ces personnes-là, accueil, orientation, et que du coup, le fait d'avoir beaucoup de nouveaux actifs sur le lieu, mais je vais présenter qui sont ces nouveaux actifs, ça fait que ça draine beaucoup de monde et qu'on peut orienter et former ces gens-là, ou en tout cas essayer de leur donner un petit coup de pouce. Peut-être un rapide présentation de ce qui existe aujourd'hui sur le lieu. Alors, on n'est pas que tiers-lieu nourricier strictement, puisqu'on diversifie les activités, mais le volet agricole est quand même une dynamique importante. En tout cas, sur notre lieu, on a un centre d'accueil avec des capacités d'hébergement. Donc, il y a une activité d'hébergement, voilà. Et ça, c'est historique. Mais sinon, donc, on a mis à disposition de d'autres actifs des locaux, des bureaux. Il y a aussi un éco-hameau qui est en train de se construire, donc il y a aussi des gens qui habitent. Ensuite, il y a tout un volet agricole. Donc actuellement, on est 3 structures agricoles, une ferme maraîchère, une ferme en fruits et légumes à vocation de transformation et d'élevage. Et enfin, c'est pas strictement agricole, mais une boulangère qui s'installe à nos côtés. Donc on est 4 plutôt, puisqu'il y a aussi une maraîchère qui est en cours d'installation. On a une activité autour du bois. Donc, on a un collectif, l'association L'Écharpe, qui s'occupe de gestion forestière. Et ensuite, on a différents petits entrepreneurs, on va dire. Donc, charpentiers, masseurs. Ça fait quand même pas mal de monde qui mutualise ce lieu. Et tous sont participants d'une mise au commun de moyens de production. Voilà, j'ai l'impression de parler dans le vide, ça me fait bizarre. Non, non, mais on t'entend. Hein donc là, actuellement, on est encore en phase où on cherche à recruter des gens sur le lieu, puisqu'il y a encore des possibilités de jacasses menuises, puisqu'on a 15 hectares de terrain. Mais actuellement, on est en recherche plutôt éleveurs, éleveuses, qui feraient de la brebis ou de la volaille. Pour la brebis, ça serait de la transformation fromagère. Et on est en train de construire des nouveaux locaux pour accueillir des artisans menuisiers. Ça, c'est en cours. Il y en a déjà un qui va venir s'installer là dans l'année. Mais il y a de la place pour d'autres. Donc, ça fait vraiment un peu feu de tout bois, on va dire.
On travaille quand même pour réfléchir. Alors bon, on a un partenaire qui est quand même la région Nouvelle-Aquitaine, qui est un partenaire un peu fidèle et sérieux. C'est un peu notre seul interlocuteur entre guillemets institutionnel avec la mairie de Cornil. Les autres, on a un peu perdu le lien et la relation progressivement. Et par ailleurs, sinon, on travaille quand même beaucoup avec les CIVAM, pour ceux qui connaissent, la Fédération régionale des CIVAM, et assez sérieusement ou de plus en plus sérieusement avec l'ARDEAR du Limousin, qui elle se préoccupe d'accompagner les installations agricoles. Du coup, ça clique, ils organisent beaucoup de formations ici, puis nous, on a de l'espace possible et on a quand même des fermes à faire visiter, des petites fermes, quoi. Donc, on a un support technique et pédagogique important. Et côté forêt, parce que c'est quand même un domaine un peu important, notamment agronomiquement, pour nous, la ressource bois-énergie, pas bois-énergie, biomasse bois est importante, puisqu'on a des sols qui nécessitent beaucoup manger. Alors, on travaille beaucoup avec le réseau d'alternatives forestières, qui est localisé aussi sur notre lieu, puisque dans les bureaux, sur notre tiers-lieu, en structure un petit peu connue, il y a les fédérations régionales des CIVAM qui sont installées là, et le réseau d'alternatives forestières qui fait que c'est assez facile de coopérer, collaborer, voilà, partager tout ça. Et donc, notre système d'organisation, c'est d'essayer de se réunir une fois par mois ou tous les 2 mois, tous ensemble, pour pouvoir un peu se tenir au courant des actualités économiques, des problématiques des uns et des autres, et puis aussi de l'adversité en cours quand même, puisqu'il faut signaler que c'est pas facile actuellement d'être entendu, reconnu, je trouve, à notre juste, à la hauteur de ce qu'on produit comme travail depuis 20 ans. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Je pense pas avoir été exhaustif. Je sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler. En tout cas, dans la liste des questions, il y avait notre lien avec le PAT local. Bon, alors nous, on n'a pas de lien. On n'est même pas trop au courant de ça. Donc, je suis content d'avoir eu l'éclairage. C'est vrai que alors on est très en lien avec notamment les néo-paysans, avec les gens de la Confédération paysanne. Bon, moi je suis paysan depuis 20 ans en Corrèze, donc je connais quand même, puis je suis corrézien, je connais un peu tout ce tissu, mais c'est vrai qu'on est assez peu en lien avec on va dire des organisations un peu plus solides, structurantes, ou qui projettent un territoire. On est vraiment dans nos pratiques, avec notre petit réseau, ça produit des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu esselé. Puis les tiers-lieux nourriciers en Corrèze, il y a une démarche un peu institutionnelle qui a eu lieu là sur une commune pas loin. On sait pas trop où ça en est, à vrai dire. Voilà, donc on est un peu esselé là-dedans. Enfin, on est esselé, non. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de monde qui passe sur ce lieu, donc on se sent assez solide. Mais en termes de production de discours et de participer à la transformation du territoire, ce qui est quand même un de nos enjeux, on sent que c'est un peu faiblard. Notre impact, je veux dire. Et on en est un peu triste, finalement. Mais on lâche pas l'affaire. Voilà, pour faire très bref. Xavier, c'est toi qui commence. Ma question porte sur la participation bénévole au projet et de savoir alors s'il y en a, est-ce qu'il y en a beaucoup, quelle est la part par rapport à la participation salariée et comment vous faites pour maintenir le moral des troupes, une participation bénévole active, régulière, constante, etc. Quels sont les freins et les leviers? Tu t'adresses à Pascal, là, du coup, j'imagine. Alors, Pascal, faut que tu recoupes le son chez toi. Il faut que tu recoupes le son chez toi. Il faut que tu recoupes le son chez toi. Ouais, chez moi. Non, parce qu'on est en écho, nous. Toujours en écho, là? Ah, mais en fait, attends, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, tu peux parler. Voilà. Ok. Et alors, du coup, sur le lieu, nous, du coup, on est beaucoup de salariés, mais de structures différentes. Enfin, beaucoup. On va dire que tout mis bout à bout, on est une quinzaine de personnes à être rémunérées sur ce lieu. Avec des fragilités quasiment dans chaque structure, bien sûr, des fragilités économiques. Voilà, la participation bénévole, elle est importante. Voilà, sachant qu'il y a certaines structures qui ont des statuts ou qui n'ont pas envie de voir des bénévoles venir se mêler de leurs activités. Donc ça, c'est variable, mais effectivement, il y a beaucoup de gens. Notre foyer ou je sais pas comment on peut dire, notre creuset de bénévoles, c'est quand même beaucoup. Il y a quelques bénévoles actifs depuis 10 ans, 15 ans.
Mais la majorité, c'est ces fameux néo-arrivants, néo-corésiens, qui eux viennent pendant souvent une année, en gros, pour faire moyenne, besogner avec nous, histoire d'apprendre à faire des choses et puis de se projeter eux dans leurs propres projets. Une fois qu'ils sont établis, ils ont plus, ils passent leur chemin et ça fait réseau, on va dire. Maintenir le moral des troupes, l'avantage d'être plusieurs structures avec des actualités différentes font qu'il y en a bien qui vont bien de temps en temps et qui tirent les autres vers le haut. Globalement, le moral est assez bon. Là où c'est plus dur, c'est quand on a des déconvenus, justement dans notre lien avec les acteurs, ceux qui ont le plus de pouvoir, quoi, et que ça fonctionne pas. Mais bon, globalement, on est tous dans un sentiment d'urgence à agir, donc ça nous stimule. Pour faire court, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Je crois que ça a l'air d'être pas mal. Okay, je laisse la parole à Eugénie. Oui, merci Chloé. Donc Eugénie de la région. Pascal, on s'est parlé en début d'été sur un projet de développement du tiers-lieu sur l'axe formation. Et je trouvais intéressant que tu en dises un mot, puisque les projets alimentaires de territoire ou les démarches, ça vise justement la coopération entre acteurs locaux. Et là, c'est le sujet de la coopération entre tiers-lieux et organismes de formation. Et je sais que vous avez 4 OF qui sont intéressés pour co-construire avec vous une offre sur l'agroécologie et la construction durable, si tu peux en dire un mot, et du coup peut-être donner un peu d'actualité par rapport à ce projet-là. Alors, j'ai peur de dire des bêtises. C'est Aurélie, ancienne permanente du battement d'aile qui porte ce projet-là. Donc, je suis un peu embêté. J'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas, c'est toujours en action. C'est assez compliqué. Les acteurs sont déterminés. Après, il faut trouver un modèle. C'est toujours pareil. Et puis surtout, donc je sais pas si ça va être ce que t'attends. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est la dispersion. Donc, réussir à fédérer des acteurs et à tomber d'accord sur les modalités dans le bon timing, c'est un peu compliqué, surtout que il y a quand même un espèce de fossé entre je voudrais pas opposer les milieux parce que c'est pas ça, mais entre le paysan qui est tout le temps dans son champ et la structure qui s'occupe plus de choses plus, on va dire, je suis désolé pour le mot, mais entre guillemets plus technocratique, plus administré, quoi. Voilà. Donc là, Aurélie, elle est très active à faire que les gens se réunissent. Voilà. Par exemple, ce matin, il devait y avoir une réunion. Bon, elle est repoussée parce que les gens sont dispersés. Bon, en tout cas, ça tient. C'est quelque chose qui mobilise les gens parce que l'idée c'est de transmettre, mais il y a une tension entre temps donné, capacité à répondre aux exigences organismes de formation et rythme de chacun. Donc c'est un peu fumeux ma réponse. J'aurais préféré qu'Aurélie soit là. Elle est là, elle lève la main. Aurélie, pardon. Oui. Donc, super. Je te mets en silence. Merci. Vas-y Aurélie. Oui, alors bonjour, j'avais pas spécialement prévu d'intervenir et puis j'avais pas prévu d'être là puisque j'étais censée être en réunion ce matin. Donc, pour dire un mot de ce qu'il est en train de se passer, il y a quand même 2 réunions en consortium qui ont eu lieu avec une bonne partie des acteurs dont a parlé Pascal tout à l'heure sur donc des projets autour de l'installation en Corrèze, soit en tant que paysan, soit en tant qu'artisan, aussi autour de différentes filières qui sont la filière du jardin à l'assiette et puis une filière autour du bois. Et donc, on a effectivement eu 2 réunions avec à la fois des initiatives qui sont très locales et qui du coup, sont en train de se mettre en place sur le lieu, puisqu'il y a une personne qui est en ferme maraîchère qui, du coup, dans le cadre de son installation, pourrait être support de transmission. Donc, à la fois, on va dire des projets qui pourraient être support. Tout à l'heure, Pascal a évoqué le hameau. Donc, le hameau est pareil en construction actuellement sur le site. Donc, il y a en fait, en lien avec la filière bois et la construction, des chantiers qui sont à la fois des chantiers qui étaient de toute façon identifiés pour le lieu, pour pouvoir être des infrastructures, pour développer le projet et pour répondre aux besoins des habitants et pour en faire venir d'autres. Donc ça, c'était déjà des choses qui étaient identifiées. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment on peut faire de ces chantiers des supports de transmission, de formation, comme ça a toujours été le cas au battement d'aile, mais là, avec une dimension plus professionnelle. Donc là,
là, ça nécessite qu'on aille sur le territoire rencontrer les acteurs qui sont déjà sur ces enjeux-là de la construction. C'est un travail qui est en cours. Effectivement, il y a aussi un besoin de coordination, de rendre disponible tout le temps tout le monde au même endroit. Donc ça avance petit à petit, mais on est dedans. Et donc ça, donc j'ai parlé un peu des supports de chantier, mais qui pourraient aussi devenir des espaces d'accueil de formation et de transmission. Et donc on a aussi tout un réseau de professionnels aujourd'hui, du fait de l'existence du bac Mandel depuis une vingtaine d'années, autour de la construction durable, autour de l'agroécologie, de nouveaux acteurs qui s'installent avec les CIVAM, avec le RAF. Ce qui fait que là, on a vraiment un écosystème bouillonnant pour pouvoir imaginer un projet autour de la formation professionnelle. On est aussi en train de questionner, nous, ce qu'on a envie de mettre derrière le mot formation professionnelle. Il y a certes aujourd'hui la certification Calliope qui amène un certain nombre de on va dire, de démarches à entreprendre pour assurer une qualité des programmes de formation, mais on est aussi en train de se questionner sur les modalités pédagogiques, sur comment on a envie de construire aussi des parcours qui pensent plus globalement l'installation en milieu rural et notamment l'installation en Corrèze. Donc voilà, tout ça, c'est déjà des choses qui sont présentes au bac Mandel historiquement. Le fait qu'il y ait de nouveaux acteurs qui rejoignent la dynamique dernièrement avec cette ouverture tiers-lieu, ça rend les choses vraiment bouillonnantes. Et donc là, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir autour de la table, qu'on mette ça au commun, qu'on voit comment on a envie de construire les choses. Mais enfin voilà, on a fait passer un questionnaire cet été pour essayer de recenser un peu les envies, les besoins, etc. Et du coup, on a eu 12 réponses de personnes qui sont à la fois positionnées pour pouvoir accueillir en tant que support de transmission sur les différents espaces qui sont à venir. On a aussi des personnes qui ont envie de transmettre leurs compétences. Il y a des personnes qui ont envie d'accompagner l'installation de nouveaux projets, de nouvelles personnes sur le territoire. On a envie d'entamer aussi une réflexion autour du foncier, autour des terres disponibles avec les collectivités. On a envie de se saisir de ces sujets. On a envie d'avoir une place. On a envie qu'on nous soutienne politiquement. Donc, on est là. Et du coup, on est en train de rédiger une note d'intention qu'on va vous faire parvenir là. Eugénie, on essaye de prendre contact pour pouvoir justement un peu répondre à quelques questions qui nous restent par rapport à l'appel à projet. Et on est en train de rédiger une note d'intention par rapport à tout le recueil de données qu'on a eu cet été. Et puis, du coup, ça nous permettra d'avancer ensemble, j'espère, cette année. Voilà, on envisage un démarrage de ce projet pour avant l'été 2024, si c'est possible. Après, on sait toujours qu'il y a une différence entre ce qu'on projette et ce qui se passe, mais c'est l'horizon qu'on s'est fixé collectivement, en tout cas. C'est bon pour moi. Merci Aurélie, super, à très vite. À très vite. Merci Aurélie. Il y avait Maïwen et après Anne. Oui, je me posais la question, du coup, vous avez beaucoup de projets, d'ambitions et de volonté, justement, là où vous l'avez dit, d'avoir un appui politique, par exemple. Et le lien, justement, avec le PAT semble... vous avez dit qu'il n'y avait pas de lien pour l'instant. Et ça pourrait être cette structure-là qui vous apporte ce soutien aussi institutionnel, avec une dynamique de projet, etc. Est-ce que c'est à premier abord un oubli d'avoir été vers le PAT de la Creuse, ou est-ce que c'est une autre volonté, ou comment est-ce que ça s'est... pourquoi cette situation, et pourquoi pas y aller du coup plus tard, pourquoi ce serait pas un objectif, une envie? Ouais, je suis embêté, j'espère que vous m'entendez. Moi, je suis plus sur la visio. Ah bon, C'est pourtant pas je te grave. vois encore. T'as Du coup, entendu la j'ai pas question? entendu toute la question, à part que c'était les PAT qui pourraient être ce lien et le soutien, mais j'ai pas entendu la dernière chose que demande. Ma question, c'était savoir donc pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas encore allé, ou peut-être que vous les avez déjà rencontrés et peut-être que ça n'a rien donné. Je sais pas, parce que tu avais dit que vous n'aviez pas de lien pour l'instant avec eux. Est-ce que On n'a pas identifié ces acteurs-là, en tout cas, nous, on n'a pas vu que ça existait. Alors peut-être c'est une erreur dans nos recherches. Donc on a trouvé les soutiens les plus, on va dire, naturels d'une certaine façon, des gens avec qui on a le sentiment d'avoir la même culture et de se comprendre.
Mais oui, on est. Donc je sais pas. J'ai jamais entendu parler de. Pardon. J'ai jamais entendu parler de cette démarche en Corrèze, quoi. Ok, parce que oui, il y a le PAT de la Dordogne corrézienne qui existe. Et du coup, je me demandais, parce que c'est finalement, eux, ils ont un réseau d'acteurs qui est génial, justement, l'objectif, c'est de mettre en route tous ces projets, d'accompagner, et donc, il y a possibilité, bon voilà, peut-être que d'autres participants pourront rebondir là-dessus, mais parfois de mettre aussi dans la gouvernance, de faire participer les acteurs du territoire, comme les tiers-lieux, euh, afin de participer justement à la mise en place de cette stratégie de territoire et donc de s'inscrire dans un réseau, enfin, voilà, comme décrit précédemment. Donc ça serait, je pense, ça pourrait être un atout en tout cas pour vous. Après, voilà, c'est juste un avis. Et donc il y a cet annuaire qui existe, qui permet aussi d'avoir. Bon là, je crois que justement dans Dordogne Goézienne, ça a changé récemment le porteur de projet, mais sinon il y a les contacts qui sont présents. Il ne faut pas hésiter à venir vers nous, PQNA, pour vous faire relais aussi des contacts qui pourraient vous intéresser. Ok, merci Maïwen. Il y a Anne qui avait une question. Oui, c'est aussi un complément d'information, ça tombe bien que Maïwen soit intervenue. Alors moi je suis d'une région voisine, hein, je suis en Aura dans l'Allier et je suis animatrice PAT. Du coup, effectivement, c'est un peu ce que je voulais indiquer à Pascal ou Aurélie, hein, c'est les PAT, ils ont pas mal d'axes transversaux dans lesquels on reconnaît beaucoup ce que fait le tiers-lieu. Donc il y a évidemment la production agricole et le maintien du tissu agricole sur nos territoires. Donc il y a une connotation sur tout ce qui est agroécologie, puisque c'est ce qui va permettre aussi la résilience des exploitations. Donc la formation, c'est des choses qu'on peut être demandeur dessus, tout ce qui va être installation de transmission, politique foncière au niveau territorial, et puis évidemment tout ce qui est vente directe, circuit court, approvisionnement de la restauration collective, etc. Donc ouais, je voulais demander justement à Maïwen s'il y avait un PAT sur la Comcom ou la Com d'Aglo dont vous êtes parti le battement d'ailes, je ne sais pas si c'est le cas. Donc en général, pour rentrer en contact avec les animateurs, animatrices de PAT, il faut aller sur les des sites internet des Comcom et puis il y a souvent une page PAT ou quelque chose comme ça avec les coordonnées de l'animateur ou animatrice. Et, et en fait, en tant que collectivité, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais par contre, on a accès à des subventions quand c'est orienté justement sur la mise en place d'outils de transformation, des choses comme ça, où on est coporteur avec, par exemple, des tiers-lieux ou des exploitations agricoles, ou etc. Donc en fait, ça peut aussi vous ouvrir de nouveaux moyens, que ce soit en ingénierie ou au niveau financier. Dans tous les cas, en mise en valeur de votre travail, et comme vous dites, c'est des fois un peu lassant de porter un discours et de pas être reconnu là-dedans. Donc le PAT, ça peut être une mise en valeur de tout ce discours-là. Voilà un petit peu ce que je voulais rajouter. Merci pour ce complément. Donc oui, il existe un PAT sur la vallée de la Dordogne corrézienne. Je vais mettre le lien dans le chat et voilà, ça complétera. Merci. Ok, parfait. C'est pas notre aglo, ça. C'est pas votre aglo. Non. Mais peu importe. Grave. Bon, au moins s'il y a des porteurs de projets sur votre aglo qui sont. Oui, et puis si vous en avez pas sur votre aglo, n'hésitez pas à aller voir les agglos voisines, hein, parce que moi je ratisse large pour récupérer aussi les producteurs locaux qui sont motivés. Alors vous êtes un peu loin pour moi, hein, mais en tout cas je vais largement me servir dans les agglos voisines quand ils n'ont pas de PAT. Ok. Il est midi, on s'est laissé jusqu'à 12h30, donc ça laisse le temps d'accueillir d'autres questions s'il y en a, et même si c'est des retours d'expérience que vous voulez faire, n'hésitez surtout pas en fait. On n'est pas là juste pour répondre à vos questions, on est aussi là pour se nourrir les uns les autres. Donc c'est le moment, avec la fonction lever la main. Parce qu'en plus, il y a 4 pages d'écran, donc je ne verrai pas si vous levez la main physiquement. Est-ce à dire qu'il n'y a même pas de questions? Moi, j'essaye de lever la main, mais je n'y arrive pas. Ah, bah Je ne sais voilà. pas si vous m'entendez. J'entends Christophe, donc vas-y, tu peux prendre la parole.
Donc, bonjour tout le monde. Moi, je rejoins un petit peu les discussions. Du coup, je sais pas si à quel point je serai hors sujet. On est sur à la fois sur Grasse avec le tiers-lieu de Sainte-Marthe et à la fois sur la montagne avec le tiers-lieu de Grande Roche à Gaulière. On est sur deux communautés d'agglos, sur deux pâtes différents et on est aussi sur des pâtes en dire communaux. Donc, c'est super intéressant, moi, je trouve. Nous, on y apporte une teinte particulière que le tiers-lieu nourricier dans le sens biodiversité, à la fois nourricier pour recréer des idiots de biodiversité, donc nourricier pour la faune et la flore, et à la fois nourricier avec le sauvage et retrouver le lien avec le sauvage comestible, notamment à Grasse, dans le périurbain, qui montre où on fait des ateliers cueillettes, le suivi de repas des simples qui marche vraiment très très bien à tous les niveaux, à la fois avec la solidarité des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, et qui on retrouve là-dedans une façon de pouvoir cueillir comme pour nous remplir l'assiette, et aussi une façon de renouer avec le vivant tout simplement. Et sur Grasse et sur la montagne, on crée une forêt nourricière en essayant de recréer un îlot de verdure en plein milieu d'une prairie qui est complètement à sec. Et du coup, entre le collectif de personnes qui sont en formation sur le lieu, une formation éco-construction, et les collectifs de bénévoles, les villageois, et aussi les différents salariés, on se retrouve aussi salariés bénévoles, il faut le mettre aussi en valeur, je pense, ça, dans nos tiers-lieux. Et réapprendre le lien des éléments vivants entre eux. C'est-à-dire que planter une forêt nourricière en valorisant les plantes qui vont apporter de l'azote, les mycorhizations, et du coup arriver comme ça à donner des ateliers botaniques juste pour comprendre le sens de ce qu'on fait. Donc on en est là aujourd'hui, on fait nos premières plantations à la fin du mois d'octobre. Là on est sur les plants, sur la préparation du sol, et tout ça dans une pédagogie de tiers-lieu nourricier assez particulier. Et en face, on a un champ où on fait de l'agriculture pour nourrir les tiers-lieux. Et du coup, une agriculture, on va pas dire conventionnelle, mais une agriculture, même si elle a un côté permacole, qui n'a rien à voir avec le côté autonome et de la forêt nourricière. Donc, deux tiers-lieux nourriciers et différentes formes de tiers-lieux de nourriciers à l'intérieur, où on essaye du coup de faire des liens entre tout ce qui se passe, et c'est assez passionnant. Voilà, je voulais faire ce retour d'expérience parce que c'est hyper chronophage, et dans les PAT, on essaye aussi de valoriser la part vivante et pédagogique de tout ce qui doit être ici, même si c'est des côtés solidaires, social. Le côté social ne doit pas être dénué de solidarité et faire que les personnes ne sont pas des bénéficiaires mais des acteurs. C'est super important. Voilà, voilà. Merci Christophe et merci d'être venu en masse au-delà des frontières de Nouvelle-Aquitaine. Et bienvenue dans nos tiers-lieux, on a de quoi héberger, donc n'hésitez pas à venir profiter soit du moyen pays, soit de la montagne. Pour de vrai, bienvenue. Ça donne envie, sauf la disqueuse derrière toi, ça donne un peu moins envie, mais bon, ça fait Je partie. suis désolé, on a beaucoup d'activités. Merci beaucoup. Je suis en train de chercher les liens en même temps que je vous parle. Je vous propose qu'on s'arrête là pour tenir le chrono. D'abord, avant de vous quitter, je voulais remercier chaleureusement nos 3 intervenants et intervenantes, mais aussi la large participation, parce qu'on est monté à 75 ou 78, je crois, donc c'est super. Ça montre qu'il y a encore plein de choses à se raconter sur ce sujet, qu'on n'est qu'au début. Vous rappelez aussi que je vous remets le lien pour accéder au compte-rendu écrit, c'est sur le site rencontre.tierlieu.net que je vous glisse ici. Et vous retrouverez, comptez 2 semaines à peu près avant de retrouver la version écrite en bas de cette page. Pour retrouver cet enregistrement, ce sera sur le site PQNA et je vais te passer la parole après, Mélissa. Merci. Je voulais vous préciser qu'avec Maïwen, on a travaillé une plaquette pour du coup expliciter qu'est-ce que
un PAT, qu'est-ce qu'un tiers-lieu nourricier, les convergences et quelques illustrations, et que c'est dans les mains d'une graphiste et que du coup cette plaquette est prévue pour une sortie en janvier. Ça paraît loin, mais cette graphiste est déjà avec pas mal de travail, tant mieux pour elle. Donc il y aura aussi, en plus du compte rendu, dans lequel figurera tous les liens à peu près qui ont été cités si j'ai été suffisamment attentive. Et il y aura du coup cette plaquette en complément en janvier. Et n'hésitez pas, pour celles et ceux qui pourraient avoir des questions a posteriori, à nous solliciter, PQNA, la coopérative, de faire savoir que le battement d'aile porte ses projets. Et en effet, comme l'a dit Christophe, nos tiers-lieux vous sont ouverts. Le mieux, c'est d'en franchir la porte. On sera ravis de vous rencontrer de chair et d'os. À bientôt.